Dans la grande ville de Lomé, au Togo, le soleil dardait de ses rayons d'or sur les gratte-ciel flamboyants. Tout semblait tourner autour d'un nom, Kwame Adjaye, milliardaire redouté et adulé, connu pour son empire dans le textile et l'immobilier. Autoritaire, orgueilleux et sûr de sa puissance, Kwame ne tolérait ni lenteur, ni faiblesse autour de lui. Ce matin-là, au cœur de son immeuble en verre trempé, une agitation inhabituelle secoua le hall d'entrée. Une jeune fille aux vêtements modestes, le regard vif et la démarche déterminée, entra comme si elle appartenait à cet univers brillant. Elle portait une simple robe de coton délavé et des sandales usées, mais son regard brillait d'une étincelle que nul n'osa défier. Les agents de sécurité l'arrêtèrent aussitôt, pensant à une mendiante égarée. Elle refusa de reculer. « Je dois parler à Monsieur Kwame. Il s'agit d'une affaire de vie ou de mort. » Ils éclatèrent de rire. Un murmure circula dans le hall. Certains employés sortirent leur téléphone pour filmer la scène. À cet instant précis, l'ascenseur s'ouvrit. Kwame lui-même en sortit, flanqué de ses gardes et d'un attaché-caisse de cuir noir. En voyant la jeune fille, il plissa les yeux. Elle était sale, pauvre, et se tenait fièrement debout dans son territoire. « Foutez-la dehors, bon sang !» gronda-t-il. Mais elle le fixa sans ciller, ce qui attisa sa colère. Il s'approcha. « Tu n'as pas compris ? Tu n'as rien à faire ici. » Sans attendre, Kwame leva la main et la gifla violemment. Un silence de mort s'abattit dans le hall. La jeune fille chancela, mais ne tomba pas. Elle se redressa lentement, une lueur froide dans les yeux. « Tu viens de faire une erreur que tu ne pourras jamais effacer. » Elle tourna les talons et sortit. Personne ne comprit pourquoi Kwame, soudain, pâlit. Le hall reprit lentement vie après le départ de la jeune fille. Kwame, d'abord satisfait de son geste, fut soudain envahi par une sensation étrange. Une angoisse sourde. Il n'arrivait pas à se débarrasser du regard qu'elle lui avait lancé. Il n'y avait ni peur, ni soumission, juste une promesse silencieuse. Dans son bureau du 22e étage, il tenta de se plonger dans ses dossiers. Mais il avait du mal à se concentrer. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il revoyait cette fille, ce regard. Il appela son assistant personnel, Pascal. « Cette fille, tu sais qui elle est ?» Pascal hésita. « Non, monsieur. Elle n'est pas dans nos bases de données, ni parmi les postulants d'emploi. Mais, elle a dit s'appeler Afi. » Kwame fronça les sourcils. « Afi, ce prénom me dit quelque chose. » Mais rien ne lui revenait. Pendant ce temps, dans un quartier pauvre à l'autre bout de la ville, Afi marchait en silence, tenant sa joue encore chaude de la gifle. Elle entra dans une petite maison en tôle, saluée par une vieille femme à la peau ridée mais au sourire chaleureux. « Tu es revenue, ma fille ?» Afi hocha simplement la tête. « Oui, grand-mère. Tout est prêt. Le jeu commence. » Dans l'ombre, un ancien portrait était posé sur une table. Celui d'un homme à l'air sévère, entouré de documents officiels. Au bas du cadre, Dr Setameklo, ministre des Finances, assassiné mystérieusement il y a 18 ans. Et dans un tiroir, soigneusement conservé, une lettre signée de la main de Kwame Adjaye. Dans le calme du soir, Afi sortit la lettre du tiroir. Le papier jauni témoignait de son ancienneté. Elle l'a relu pour la 100e fois. Les mots y étaient écrits avec froideur, presque cynisme. La disparition du docteur Tameklo était nécessaire pour l'équilibre de nos affaires. Il savait trop de choses. Qu'il repose en paix, son sacrifice ne sera pas vain. Kwame Adjaye. Elle referma la lettre, le cœur battant. Cette preuve, c'était l'arme. Le moment était proche. Elle allait enfin dévoiler au monde qui elle était, la fille du docteur. Setameklo, ministre assassiné dans un complot politique étouffé sous silence. Afi avait passé sa vie à l'ombre, caché, éduqué par sa grand-mère pour un seul objectif, rétablir la vérité. Pendant ce temps, dans sa luxueuse villa perchée sur les hauteurs de Lomé, Kwame se tenait sur sa terrasse, un verre de vin à la main. Le vent soufflait, mais il ne ressentait aucune fraîcheur. Il pensait encore à cette fille, à ce prénom, Afi. Puis, un souvenir le frappa de plein fouet. Il se revoyait, 18 ans plus tôt, dans une salle obscure. Une réunion avec des hommes puissants. Cet Tameklo les avait défiés. Trop de morale, trop de principes. Il fallait l'éliminer. Et Kwame avait signé. Il serra son verre, qui se brisa entre ses doigts. Impossible. Non, ce n'est pas elle. Mais son instinct lui hurlait que si. Cette fille n'était pas n'importe qui. Et s'il avait raison, alors sa gifle était le début de sa chute. Le lendemain matin, Afi était debout à l'aube. Sa grand-mère l'observe et préparait un vieux sac en tissu rempli de dossiers, de copies de lettres, et d'une clé USB contenant des enregistrements audio. « Tu es sûr de toi ?»
murmura la vieille dame, l'angoisse dans la voix. Je suis la fille de Seth Tameklo. Ils ont cru m'avoir effacé, mais je suis revenu. Et cette fois, je parlerai. Son plan était clair, exposer publiquement Kwame lors du gala annuel de l'Union des entrepreneurs africains. Ce serait le terrain parfait. Journalistes, politiciens, chefs d'entreprise, tous y seraient. Et avec eux, le bourreau de son père. Dans le centre-ville, Kwame, lui, s'agitait. Il avait passé une nuit blanche à fouiller ses archives, cherchant tout lien possible entre le docteur Tameklo et une éventuelle descendance. Il trouva enfin un rapport confidentiel datant de 18 ans. Une fillette aurait survécu à l'assassinat du ministre. L'enquête fut close faute de preuves. Aucun nom retrouvé. Il jeta le rapport sur la table, les mains tremblantes. Afi. La fille. C'était elle. Il pensa immédiatement à l'éliminer. Appeler ses anciens contacts. Effacer la menace. Mais quelque chose l'arrêta. Une peur nouvelle. Pas celle d'être découvert. Celle d'être jugé. Il sortit son téléphone et appela Pascal. Fais surveiller cette fille. Jour et nuit. Je veux tout savoir. Où elle va. Qui elle voit. Et surtout, ce qu'elle prépare. Afi savait qu'elle était désormais surveillée. 2 hommes en civil, mal déguisés, la suivaient depuis la matinée. Elle les avait repérés dès la sortie du cybercafé. Un sourire discret naquit au coin de ses lèvres. Kwame commence à paniquer. Parfait. Elle se rendit dans un petit restaurant discret à la périphérie de Lomé, où l'attendait un jeune homme en veste kaki, les yeux cachés derrière des lunettes de soleil. Il se leva à son arrivée et la salua d'un hochement de tête respectueux. « Tu es certaine de vouloir faire ça, Afi ?» demanda-t-il. « Plus que jamais, Malik. Tu as les enregistrements ?» Malik, journaliste d'investigation et vieil ami de la famille Tameklo, lui remit une clé USB. C'est tout ce qu'on a pu extraire des archives de la station Radio Soleil. Les conversations, les pressions, les menaces. Tout est là. Si tu montres ça pendant le gala, il tombera. Devant tout le monde. Afi savait qu'elle ne pourrait compter que sur peu de personnes. Mais elle avait Malik, sa grand-mère, et surtout, la vérité. Et face à un empire construit sur le sang, la vérité pouvait être une arme plus tranchante qu'un couteau. Elle regarda par la fenêtre. Les 2 hommes attendaient dehors, feignant de regarder leur téléphone. Elle se pencha vers Malik. Ils me suivent, mais ils ne savent pas encore qui je suis. Ce soir, je vais leur montrer. Le soir, dans sa villa, Kwame Adjaye contemplait un vieux coffre verrouillé qu'il n'avait pas ouvert depuis plus de 10 ans. Il hésita un moment, puis inséra une clé dorée. Le couvercle grinça, révélant des dossiers classés, top secret, des photos et une montre. Celle de Seth Tameklo. Il la fixa longuement, le visage assombri par les souvenirs. Ce jour-là, quand Seth avait été abattu dans ce faux accident de voiture, Kwame avait personnellement récupéré cette montre, comme un trophée silencieux. Il l'avait gardée, non pas par fierté, mais parce qu'au fond de lui, quelque chose l'avait toujours rongé. Il sortit une photo froissée, un cliché en noir et blanc où l'on voyait Seth souriant, tenant une fillette d'environ 5 ans dans ses bras. La petite portait une robe claire, les cheveux tressés, et ce même regard intense qu'il avait vu la veille. Celui d'Afi. « Tu es bien sa fille » murmura-t-il. Au même moment, dans le quartier populaire d'Agoé, Afi relisait la lettre de menace que son père avait reçue une semaine avant sa mort. La signature de Kwame y figurait, mais aussi un autre nom, Benjamin Dossou, un ancien ministre aujourd'hui à la retraite, oublié des projecteurs. Elle se leva brusquement. « Je dois lui parler. Ce soir. Avant le gala. » Malik la suivit en silence. Il savait que l'histoire ne faisait que commencer. Afi et Malik arrivèrent dans une maison modeste aux murs fissurés, à l'extérieur de la ville. Le nom sur la boîte aux lettres, Benjamin Dossou. L'ancien ministre, désormais vieilli, vivait seul avec une infirmière. Lorsqu'il vit Afi, son visage se figea. « Toi, ce regard, tu es la fille de Seth, n'est-ce pas ?» Afi hocha la tête. « Oui, et je viens chercher la vérité. Vous étiez là quand il est mort. Je veux tout savoir. » Benjamin baissa les yeux, les mains tremblantes. « Ton père était mon frère de cœur. Il avait découvert que Kwame détournait les fonds d'un projet humanitaire international. Il voulait tout dénoncer, mais on lui a dit de se taire. Quand il a refusé, ils ont organisé sa mort. Il se leva lentement, boitant, puis ouvrit un tiroir dans une vieille armoire. Il en sortit un dictaphone poussiéreux. J'ai tout enregistré cette nuit-là. Les menaces. La réunion. Je n'ai jamais eu le courage de le publier. Mais toi tu es son héritage. » Afi saisit le dictaphone, les yeux humides. «
Un silence pesant s'installa. Je vais faire éclater la vérité, monsieur Dossou. Même si je dois tomber avec. Benjamin lui prit la main. Alors tu es bien la fille de cette Taméclo. Le matin du gala, Lomé semblait calme, mais pour Afi, c'était le calme avant la tempête. Elle se leva à l'aube, réécouta les enregistrements de Dossou, copia tous les fichiers sur plusieurs clés USB et prépara son discours. Tout devait être prêt. Elle savait que ce soir, sa vie allait basculer. Malik l'attendait dehors, habillé sobrement, une caméra miniature fixée à l'intérieur de sa veste. Il filmerait tout, même si les projecteurs se détournaient d'eux. Afi portait désormais une robe en lin noir, modeste mais élégante. Son visage était maquillé avec discrétion, mais sa détermination n'avait jamais été aussi visible. Avant de partir, sa grand-mère l'embrassa sur le front, en silence. « Tu es la voix de ton père. Quoi qu'il arrive, parle. » Au même moment, dans un salon de luxe, Kwame ajustait sa cravate devant un miroir. Il avait pris un sédatif la veille pour calmer son angoisse, mais ses mains tremblaient encore. Il savait qu'Afi allait frapper. La question était « Comment ? Et quand ?» Il appela discrètement un de ses agents. « Si elle s'approche de moi, vous l'arrêtez. Utilisez n'importe quel prétexte. Je veux qu'elle disparaisse de cette salle avant qu'elle n'ouvre la bouche. » Mais Afi, elle, comptait bien parler avant même d'approcher Kwame. Elle avait un plan. Et il commençait ce soir. Le palais des congrès de Lomé brillait de mille feux. Devant l'entrée, une marée de voitures de luxe, de tapis rouges et de journalistes hurlant des noms. Le gratin de l'Afrique de l'Ouest était réuni, ministres, hommes d'affaires, influenceurs, et au centre de tous les regards, Kwame Adjaye, drapé dans un costume ivoire, souriant comme un roi. Mais derrière cette façade, il brûlait d'impatience. Où était-elle? Était-ce déjà trop tard? Avait-elle changé de tactique? Afi arriva sans escorte, accompagné de Malik. À l'entrée, les agents de sécurité les stoppèrent. Invitation? Je suis Afi Taméclo. Je suis sur la liste. Le chef de sécurité consulta son oreillette, hocha la tête, puis les laissa passer. Afi inspira profondément. Elle entrait dans l'arène. 1 heure plus tard, la salle principale était pleine. Les discours se succédaient. Kwame monta sur scène pour recevoir un prix des exemplarités éthiques en affaires. L'ironie était insupportable. Afi s'approcha discrètement du pupitre réservé à la presse. Malik l'aida à connecter une des clés USB au projecteur principal. Pendant que Kwame prononçait son discours hypocrite, Afi fit un geste vers le régisseur. Diffusion immédiate. Ne coupez pas. Et soudain, la voix de cette Taméclo, enregistrée des années plus tôt, résonna dans toute la salle. Si je meurs, c'est que Kwame Adjaye en est responsable. Qu'il soit maudit pour ses crimes. Il a du sang sur les mains. La salle se figea. Les visages se tournèrent, choqués. Kwame s'arrêta net. Son regard croisa celui d'Afi, planté debout au fond de la salle, immobile et implacable. Dans la salle de gala, le silence était devenu une tempête invisible. L'enregistrement de Feu cette Taméclo continuait de tourner sur les écrans géants. On y entendait les noms, les dates, les montants, et surtout la voix de Kwame Adjaye, captée en secret dans une conversation. Il faut que Taméclo disparaisse. Il en sait trop. On lui offre une mort propre, et on passe à autre chose. Des cris de stupeur fusèrent. Des journalistes commencèrent à filmer, les invités à murmurer. Plusieurs ministres quittèrent précipitamment la salle. Kwame, figé sur scène, n'arrivait pas à détacher les yeux de l'écran. Son micro tomba de ses mains. Il voulut parler, mais aucun mot ne sortit. Le monde, son monde, s'effondrait. Un jeune avocat se leva dans la foule. Cette preuve doit être remise à la police immédiatement. C'est une déclaration d'assassinat prémédité. Kwame tourna enfin la tête vers Afi, la pointa du doigt. C'est une manipulation. C'est une menteuse. Elle a trafiqué ça. Mais Afi s'avança calmement vers la scène, escortée par 2 policiers qui avaient discrètement été appelés en urgence. Elle monta les marches, s'arrêta face à lui. Tu m'as giflé dans ton hall comme si j'étais rien. Mais je suis la fille de l'homme que tu as fait tuer. Et maintenant, je t'offre ce que tu m'as refusé, la vérité. La salle éclata sous les flashs des caméras. Kwame fut incapable de répondre. Il vacilla, puis s'effondra sur le sol. Kwame gisait au sol, inconscient. Les secours l'encerclèrent aussitôt, le soulevèrent vers l'extérieur sous les regards mêlés de stupeur, d'indignation et de soulagement. Afi, elle, restait immobile, droite face à la foule. Le silence fut brisé par un tonnerre d'applaudissements. Pas par joie, non. Par respect. Pour le courage d'une fille qui, seule,
avait défié l'un des hommes les plus puissants d'Afrique. Quelques heures plus tard, les images faisaient le tour du pays. Afi Tameklo devenait un nom, un symbole, une voix. Des jeunes défilaient dans les rues, brandissant des pancartes où on lisait « Justice pour cette Tameklo ». Kwame doit payer. L'Afrique mérite mieux. Pendant ce temps, dans une chambre d'hôpital gardée par 2 policiers armés, Kwame se réveilla. Il était pâle, affaibli, et pour la première fois depuis des décennies, sans aucun pouvoir. Le procureur général ordonna son arrestation immédiate. Tous ses comptes furent gelés. Plusieurs témoins, inspirés par le geste d'Afi, commencèrent à parler. Dans sa maison, Afi pleurait doucement dans les bras de sa grand-mère. Des larmes mêlées de douleur et de paix. Il est tombé, papa. Enfin. Mais pour elle, ce n'était pas la fin. Ce n'était que le début. Les jours qui suivirent furent intenses. Afi reçut des appels de journalistes internationaux, d'ONG, d'universitaires. Tout le monde voulait l'interviewer, comprendre son histoire. Mais elle resta discrète, préférant laisser parler les faits. À la télévision nationale, un documentaire fut diffusé, retraçant la vie du docteur Seth Tameklo, son combat pour la transparence et son assassinat orchestré. L'émotion fut immense dans tout le pays. Pendant ce temps, Kwame, emprisonné à la prison de haute sécurité d'Accuse, attendait son procès. Il refusait toujours de parler. Mais ses anciens complices, eux, parlaient maintenant sans retenue. Les masques tombaient les uns après les autres. Un matin, Afi reçut une lettre officielle du gouvernement. On lui proposait un poste consultatif au ministère de la Justice pour participer à une commission de réforme sur la lutte contre la corruption. Elle resta longuement silencieuse en lisant cette lettre. « Ils veulent que je fasse partie du système que je viens de dénoncer. Mais tu peux être celle qui le transforme, » répondit Malik. Afi regarda le ciel. « Alors je le ferai. Pas pour moi. Pour lui. Pour tous ceux qu'on a fait taire. » Et dans un carnet qu'elle tenait depuis l'adolescence, elle écrivit « Aujourd'hui, je suis l'héritière non pas d'un nom, mais d'un combat. » Afi accepta le poste au ministère de la Justice, à condition d'avoir une totale indépendance d'action. Sa première mission, enquêter sur les affaires classées sans suite durant les 20 dernières années. Une tâche immense, mais nécessaire. Dans les jours qui suivirent, elle découvrit des dossiers oubliés, des noms connus mêlés à des scandales étouffés, des lettres enterrées dans des classeurs poussiéreux. À mesure qu'elle avançait, elle comprenait que l'affaire de son père n'était que la surface d'un iceberg. Un nom revint régulièrement, colonel Haïté, chef des services secrets à l'époque. Il avait disparu depuis plus de 15 ans, sans laisser de traces. Certains le disaient mort, d'autres en exil. Afi, pourtant, retrouva une piste. Une adresse, un vieux village près de la frontière béninoise. « Tu veux y aller seul ?» demanda Malik. « Non. Tu viens avec moi. » Ils partirent dans un vieux 4x4, roulant des heures sur des pistes poussiéreuses, traversant des paysages arides et paisibles, jusqu'à atteindre un hameau isolé. Là, un vieil homme à la barbe grise les observait depuis le seuil de sa case. Lorsqu'il vit Afi, il pâlit. « Tu es la fille de Seth. Je te reconnais. » Il avait le même feu dans les yeux. Afi s'avança. « Je ne suis pas venu pour la vengeance. Je veux la vérité. Toute la vérité. » Le vieux colonel hésita, puis soupira. « Alors assieds-toi. L'histoire n'est pas terminée. » Assis sous un vieux baobab, le colonel Haïté raconta, d'une voix rauque. « Ton père voulait réformer le système de l'intérieur. Mais il ne savait pas à quel point les racines de la corruption étaient profondes. Il raconta la réunion secrète tenue dans une villa au bord du lac Togo, 18 ans plus tôt. Kwame, Benjamin Dossou, plusieurs hauts gradés de l'armée, et lui-même. Ils avaient tous peur des révélations de Seth. Moi, j'ai refusé de signer l'ordre de mission pour son élimination. Alors ils m'ont exilé. J'ai disparu volontairement, me cachant pour ne pas être la prochaine cible. Il lui remit une petite boîte métallique contenant une bande audio jamais dévoilée. Une preuve irréfutable. Une réunion où l'on entendait Kwame affirmer que la mort de Seth sécuriserait les intérêts stratégiques du groupe. Afi écouta l'enregistrement. Son cœur battait à toute allure. C'était la pièce manquante. La preuve qui pouvait non seulement condamner Kwame définitivement, mais aussi rouvrir tous les procès fermés par la corruption. Avant de repartir, le colonel la regarda dans les yeux. « Je n'ai pas eu le courage de ton père. Ni le tien. Que Dieu te protège. » Afi serra la boîte contre elle. Elle savait ce qu'elle devait faire. « Je vais sortir cette vérité de l'ombre. Et cette fois, elle illuminera tout. » De retour à Lomé, Afi remit immédiatement la nouvelle bande audio au procureur. Celui-ci, abasourdi par la clarté des voix et la gravité des propos,
convoqua une conférence de presse d'urgence. Les médias furent invités. Le peuple entier suspendit son souffle. À 20 heures précises, l'enregistrement fut diffusé sur toutes les chaînes nationales et plusieurs chaînes internationales. Dans l'extrait, on entendait clairement Kwame déclarer « C'était un danger. Il veut dénoncer nos détournements, alors faisons en sorte qu'il se taise à jamais. » Le pays explosa. Manifestations dans les rues. Réaction virulente des anciens collègues de Sète. Des citoyens brandissaient des pancartes. Justice maintenant. Les criminels en costume doivent tomber. Dans sa cellule, Kwame comprit que c'était fini. Définitivement. Son avocat le prévint. Avec cet enregistrement, ils demanderont la réclusion criminelle à perpétuité. Il ne vous reste qu'un seul choix, coopérer. Mais Kwame, brisé, fixait le mur. Il murmura. Elle m'a battu. La fille de cet homme m'a battu. Afi, de son côté, fut invitée à l'Assemblée nationale pour s'exprimer devant les députés. Elle monta à la tribune, tremblante, puis parla avec force. Mon père a été tué parce qu'il a osé dire non à l'injustice. Moi, je dis non aussi. Et je continuerai à le dire jusqu'à ce que plus aucun enfant n'ait à venger un parent tué par le pouvoir. Des larmes coulaient dans la salle. Et dehors, le peuple l'applaudissait. Le jour tant attendu du procès arriva. La salle d'audience était comble. Des caméras filmaient en direct. Des files d'attente s'étiraient à l'extérieur du palais de justice. Tous voulaient voir l'homme intouchable, désormais accusé de meurtre, détournement de fonds et conspiration d'État. Kwame Adjaye, amaigri, les traits tirés, entra menotté sous haute sécurité. Il évita soigneusement le regard d'Afi, assise en face de lui, le dos droit. Le juge principal, réputé incorruptible, ouvrit la séance d'une voix solennelle. Nous sommes ici pour juger un crime d'État étouffé pendant 18 ans. La vérité n'a pas d'expiration. Afi fut appelée à la barre. Elle parla sans trembler, raconta son enfance volée, la mort de son père, les années de silence, et enfin, son combat. Puis vinrent les preuves, les lettres, les enregistrements, les aveux de complices, et la fameuse bande audio remise par le colonel Ayité. Chaque minute accablait davantage Kwame. Son avocat tenta une défense, stress post-traumatique, manipulation politique, fausses preuves. Mais personne n'y croyait. Même les plus puissants dans la salle baissaient la tête. À la fin de la journée, le juge prononça un verdict historique. Kwame Adjaye, vous êtes reconnu coupable. Vous êtes condamné à la prison à perpétuité, sans possibilité de libération anticipée. Vos biens sont saisis au profit du fonds pour les victimes de la corruption. Un frisson parcourut la salle. Afi, en silence, ferma les yeux. Non par triomphe, mais par soulagement. Justice avait parlé. Dans les semaines qui suivirent le procès, le nom Tameklo devint un symbole. Dans les écoles, les universités, les réseaux sociaux, on parlait de courage, d'héritage, de résilience. Des jeunes organisaient des conférences, des marches citoyennes. Afi avait éveillé une génération. Un centre de documentation sur la corruption fut inauguré au cœur de Lomé. Il portait le nom de cette Tameklo. Afi fut invitée à y prendre la parole. Elle monta sur la scène, vêtue simplement, et s'adressa à une foule de jeunes assis au sol, captivés. Mon père m'a appris qu'on peut mourir debout. Moi, je veux vivre debout. Et vous le pouvez aussi. Refusez de vous taire. Refusez de céder. Refusez l'oubli. Des cris éclatèrent. On est tous des Tameklo. Pendant ce temps, dans sa cellule, Kwame regardait le plafond. Seul. L'ancien roi devenu une ombre. Aucun appel, aucun soutien, aucun allié. L'homme qui avait tout contrôlé ne contrôlait plus rien. Afi, elle, avait choisi de ne pas sombrer dans la vengeance. Elle refusait les décorations, les offres politiques Tapax en grave l'œil. Elle n'avait qu'un objectif, bâtir un pays où plus jamais une fille n'aurait à se lever pour venger son père. Et cette nuit-là, en regardant les étoiles, elle murmura. « Papa, on t'a rendu justice. Maintenant, je vais me battre pour offrir l'espoir. » Le mouvement initié par Afi ne s'essouffla pas. Il s'enracina. Des écoles furent renommées. Des universités créèrent des modules sur l'éthique et la gouvernance inspirés par le modèle Tameklo. Des jeunes se présentaient aux élections locales, portés par la vague de changement. Malik, toujours aux côtés d'Afi, lança un journal indépendant, La Voix Juste, qui devint rapidement une référence. Ensemble, ils révélèrent d'autres scandales, protégèrent des lanceurs d'alerte et soutinrent des familles victimes d'injustices anciennes. Le gouvernement, sous pression populaire, adopta une loi historique, la loi Tameklo,
criminalisant toute forme d'obstruction à la justice et rendant imprescriptibles les crimes de corruption d'État. Afi, malgré sa notoriété, vivait toujours dans la même maison à Agoé avec sa grand-mère. Elle refusait les villas, les voitures de fonction, les privilèges. Son pouvoir venait de la rue, du peuple, pas des salons dorés. Un jour, alors qu'elle se rendait à une conférence à Kpalimé, un enfant l'arrêta sur le chemin. « Tu es la fille de l'homme juste, non ?» Afi sourit, s'accroupit et répondit. « Oui. Et toi, tu seras peut-être le prochain homme juste. » Car elle le savait maintenant, la justice n'est pas une fin, c'est un début. Des années passèrent. L'impact d'Afi se ressentait dans tout le pays. Le Togo n'était plus vu comme une nation silencieuse face à la corruption, mais comme un modèle de transformation par le courage civil. Les autres pays voisins commencèrent à suivre l'exemple. Des jeunes se formaient, des lois changeaient, des figures longtemps intouchables étaient enfin traduites en justice. Le mouvement Afi avait franchi les frontières. Afi fut invité aux Nations Unies pour un discours historique. Son apparition fut sobre, sans extravagance. Elle déclara « Je ne suis ni héroïne, ni prophète. Je suis juste la fille d'un homme qu'on a essayé de faire taire. Et ma seule mission, c'est que plus personne n'ait besoin de hurler pour être entendu. » À la fin de son discours, toute l'assemblée se leva pour une ovation longue et sincère. Au Togo, une statue fut érigée en l'honneur de cet Améclo, dans un parc public. Afi s'y rendit seul, un soir, et y déposa une fleur. « Papa, ton rêve vit. Il est plus grand que jamais. » Et pendant qu'elle s'éloignait, le vent fit danser doucement les feuilles autour de la statue, comme une bénédiction silencieuse. Des années plus tard, dans une salle de classe d'un lycée de Lomé, une enseignante racontait à ses élèves l'histoire d'une jeune femme née dans l'ombre, élevée dans le silence, mais qui avait transformé un acte de violence en une révolution nationale. Elle s'appelait Afi Améclo. Et elle a changé notre pays. Non par la force, mais par la vérité. Un enfant leva la main. « Madame, est-ce qu'elle vit toujours ?» L'enseignante sourit. « Oui. Mais elle est repartie dans son quartier, là où tout a commencé. Elle aide les jeunes, écrit des livres, écoute les voix que personne ne veut entendre. Elle est devenue un phare. » Dans ce même quartier, assise sur un banc face à un petit groupe de jeunes filles, Afi parlait doucement, sa voix pleine de douceur et de conviction. « Vous n'êtes jamais trop petite pour défier quelque chose de grand. Même si on vous humilie, même si on vous frappe, souvenez-vous toujours de qui vous êtes. Moi, on m'a giflé. Mais j'en ai fait une nation éveillée. » Le soleil descendait lentement à l'horizon. Un enfant courut vers elle avec un dessin à la main. Elle, debout, devant une foule, tenant une balance de justice dans la main. Elle le prit, émue, et murmura. « C'est pour ça que je me suis battue. Pas pour qu'on se souvienne de moi, mais pour que vous n'ayez plus à vous battre ainsi. » Et dans le calme du crépuscule, Afi Améclo, la fille de l'homme juste, la femme debout, devint plus qu'un nom. Elle devint une légende vivante.